Ce matin, je suis très heureuse d'accueillir le cabinet Coïc Avocat, qui va nous faire une présentation sur la responsabilité environnementale de l'entreprise. Alors, à un mois et demi de la COP26 à Glasgow, cela correspond tout à fait aux objectifs que les entreprises devront avoir par rapport à tout ce qui est climate change. Euh, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Jean-Pierre Coïc, donc, qui a fondé le cabinet d'avocats Coïc Avocat, sa CEO, Aurélie Desbordes, et une juriste, Rose de Cornec, qui nous fera la présentation ce matin. Bienvenue Rose, bienvenue Aurélie et bienvenue Jean-Pierre. Rose, je vous laisse la parole. Je crois que c'est Oui, je Maître vais Coïc en premier, mais la main sur la projection des diapositives et je vais commencer. alors j'essaie. Voilà, c'est ça. Super. Voilà, sur la, comment dire, l'approche, l'appréhension par le droit civil français du préjudice environnemental. Il faut savoir qu'en droit français, il y a une césure importante entre ce qu'on appelle le droit civil et le droit administratif. Donc, tout le volet administratif de la réparation et de la préservation de l'environnement, nous ne l'aborderons pas ce matin. Nous sommes spécialisés, nous, en droit civil et réparation. C'est un autre monde. Et il faut savoir que ce sont deux mondes qui coexistent aujourd'hui de façon un peu délicate parce que ce soit la réparation civile ou l'intervention administrative, le domaine de chacun de ces intervenants est un peu mal défini, mais en tout cas aujourd'hui, ce sera la réparation en droit civil, c'est-à-dire la réparation d'une partie qui attaque une autre partie pour réparer le préjudice. Le principe en droit français, c'est que quiconque cause un dommage à quelqu'un doit réparer ce dommage. Donc l'auteur du dommage doit réparer le dommage. Donc ça, c'est ancien comme le Code civil, et il n'y a pas d'innovation. Donc si vous avez une entreprise qui cause un dommage à son voisin, parce qu'elle émet des gaz, si le voisin a perdu de l'exploitation, a perdu des biens, a perdu, eh ben, il peut demander la réparation de son préjudice via les règles de droit civil traditionnel, de droit commun, avoir trouble de voisinage, produits défectueux, etc. Il y a toute une batterie de possibilités pour qu'une entreprise ou une personne physique obtienne la réparation d'un dommage causé par une pollution, notamment si ce dommage lui est causé à lui. L'innovation que nous abordons aujourd'hui est récente. La porte a été ouverte avec le sinistre de l'Erika et un arrêt du 25 septembre qui a, pour la première fois, consacré l'atteinte directe portée à l'environnement. La différence de l'atteinte à l'environnement par rapport à l'atteinte à un bien d'une personne physique ou d'une personne morale, c'est que l'environnement n'appartient à personne, donc il appartient à tout le monde. Si vous faites couler un produit dangereux dans la cour de l'entreprise voisine de la vôtre, qu'elle perd du matériel et qu'elle doit nettoyer, on comprend bien qu'elle a subi un préjudice. Si vous émettez du gaz toxique dans l'air ou que vous polluez la mer, vous causez un préjudice non pas à quelqu'un de déterminé, mais à l'environnement lui-même. La consécration de cet arrêt, ça a été d'ouvrir la première fois la porte à la réparation du préjudice environnemental. Ce n'est pas le préjudice de l'entreprise Martin ou Dupont, c'est la réparation du préjudice à l'environnement. Donc, une loi du 8 août 2016 a introduit dans le Code civil l'article 1247 qui précise « est réparable dans les conditions prévues » au Code civil, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Donc là, on ne touche plus quelqu'un ou un patrimoine de quelqu'un, on est bien dans une atteinte aux éléments, aux fonctions des écosystèmes, l'air, l'eau, le sol et la mer, et aux bénéfices qu'en tire l'homme de cet environnement. Alors ça, c'est la première innovation, c'est une première consécration. D'autres systèmes juridiques en Europe ont réfléchi à d'autres préoccupations.
parfois de reconnaître à l'environnement lui-même ou à une partie de l'environnement une personnalité, pour que cette personne puisse dire à travers des demandes, j'ai été attaqué, réparez-moi. Là, c'est l'environnement qui n'est pas une personne, ça appartient à tous, c'est à tout le monde, c'est un bien commun qui est atteint et qui doit être réparé. Alors du coup, qui va demander la réparation? Eh bien, cette réparation, elle est ouverte à tous. Elle est ouverte à toute personne, c'est-à-dire les groupements dont le territoire est concerné, les établissements publics, l'État, les associations de défense de l'environnement qui ont une certaine existence depuis 5 ans, etc. Donc, en fait, tout le monde peut demander la réparation du dommage causé à l'environnement. Alors, ça, c'est une première innovation. L'environnement en tant que tel est atteint dans son intégrité et tout le monde peut demander la réparation à l'auteur de l'atteinte. La deuxième innovation, c'est dans le type de réparation. En droit français, la réparation d'un préjudice, d'un dommage, se traduit en monnaie sonnante et trébuchante. Si votre entreprise déverse un produit toxique dans la cour de son voisin et que des produits, des palettes sont endommagées et la cour doit être nettoyée, eh bien on va faire la somme, tout ce que ça a coûté pour réparer cette atteinte, et on va présenter la note à l'auteur du dommage. Ici, dans ce préjudice à l'environnement, ce n'est pas une réparation en espèces, ce n'est pas une réparation en argent, on appelle en droit français une réparation par équivalent, c'est une réparation en nature. C'est-à-dire que l'auteur du dommage doit remettre l'environnement blessé, on va dire, dans l'état dans lequel il se trouvait avant le dommage qu'il a causé. C'est bien une réparation en nature. Alors, c'est une innovation parce que c'est intéressant de voir que c'est bien l'environnement qui doit être réparé et non pas les usagers de l'environnement. Et par exemple, je vous donne un exemple, si vous polluez, votre entreprise pollue une rivière, depuis très longtemps, les associations de pêcheurs peuvent vous attaquer parce qu'elles ont peut-être ensemencé la rivière avec des poissons, etc. Et vont vous dire, ben voilà, vous avez tué les poissons qu'on a mis, on a mis 20 000 € de poissons dans la rivière, il faut qu'on recommence. En plus, ceux des années passées sont morts ici, on va vous présenter la note pour que cette association de pêcheurs ou de protection de l'environnement puisse réensemencer l'étang ou la rivière. Là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le préjudice, ce n'est pas l'association de pêcheurs qui dit « moi, j'ai gaspillé 20 000 €, j'ai perdu 20 000 €. » C'est combien il va falloir dépenser, ce qu'il va falloir faire pour que cette rivière soit remise en état comme elle l'était avant la pollution que vous avez causée avec son écosystème. Donc, c'est une réparation en nature. Ce qui est compliqué, alors il n'y a pas eu énormément de jurisprudence appliquant ces textes nouveaux. Il y en a eu une en 2020 qui est une décision du tribunal judiciaire de Marseille. Voilà. La question était la suivante. Donc, dans les calanques, que tout le monde connaît, c'est une zone préservée, une zone protégée, et on ne peut pas y pêcher. Voilà. Or, des pêcheurs malveillants ont braconné dans les calanques. Alors, le parc national des Calanques a poursuivi sur le fondement de ces articles en disant qu'il faut remettre le parc en l'état. Donc, il a fallu voir ce qu'il était possible de faire. Alors, on n'a pas demandé aux braconniers de venir avec des poissons, des poulpes, des oursins pour réensemencer. Donc, on a dit, la partie qui sera la mieux à même de réensemencer le parc et de remettre cette faune en vie, c'est encore le parc lui-même. Et donc, le calcul a été fait de savoir combien de oursins, poissons et autres animaux avaient été pêchés illégalement et le temps qu'il faudrait pour que l'écosystème se remette en vie comme il l'était, étant entendu qu'on a calculé que les espèces prédatrices, par exemple un gros poisson, un mirou, s'il mange des petits poissons, on a vu qu'il fallait qu'il mange, pour faire 1 kilo de mirou, il fallait 10 kilos de petits poissons. Voilà. Donc, un calcul, je vais vite, et puis
je ne suis pas biologiste, mais du coup, on a fait tout ce calcul très compliqué, non pas pour réparer le parc national dans ce qu'il avait pu avoir de charges, non, mais pour remettre l'écosystème en l'état. Et donc, les braconniers ont été condamnés à payer, de mémoire, je crois que c'était 350 000 euros, ce qui est une somme importante. Et c'est une des premières décisions, qui est assez récente, qui a permis de voir comment on pouvait calculer cette remise en état. Alors, si tu veux y revenir sur la diapo précédente, Rose, donc, on a 10 ans pour agir, à compter du moment où le plaignant devait avoir connaissance du dommage. L'action est ouverte à tous et la primauté est donnée à la réparation en nature. Voilà le socle de cette réparation en droit civil du préjudice à l'environnement. Est-ce que ces textes vont faire florès en justice? Aujourd'hui, ce n'est pas encore démontré. C'est même assez décevant pour les promoteurs de ces textes, car il y a eu peu d'actions. Pourquoi? Parce que la prescription de 10 ans, si une pollution ou un braconnage dure depuis plus de 10 ans, le point de départ, c'est le moment où on aurait dû le connaître. Donc, on en a eu connaissance, on aurait dû normalement en avoir connaissance. Donc, il y a pas mal d'actions qui vont être prescrites. Et l'atteinte à la nature, le texte la qualifie, elle doit être non négligeable. Donc, c'est une atteinte non négligeable à l'environnement. Alors, pourquoi mettre non négligeable? D'abord parce que à chaque fois que vous démarrez votre voiture, si tant est qu'elle a un moteur à explosion, vous polluez l'atmosphère. Donc, si on ne met pas une limite, chacun de nos gestes, vous faites un barbecue l'été, vous allumez votre voiture, vous faites un voyage entre Marseille et Lille, vous polluez. Alors, c'est négligeable. Donc, ce seuil de non négligeable est important. Et alors, du coup, toute la question est posée sur l'interprétation. Qu'est-ce qui est négligeable, qu'est-ce qui est non négligeable? Donc, pour pouvoir bénéficier de l'application de ces textes, l'atteinte à l'environnement doit être non négligeable. Le Conseil constitutionnel a été saisi sur la constitutionnalité de ce texte. Il a maintenu le caractère important de ce critère non négligeable, sans doute pour éviter d'ouvrir la porte à pléthore de plaintes, mais du coup, le juge reste maître, en fait, de l'application des textes en pouvant jouer sur ce critère non négligeable ou négligeable. Voilà, je vous remercie. Voilà pour la responsabilité en droit civil français. Bonjour à tous, merci pour cette présentation en droit civil. Donc, je vais vous parler du common law. Donc, pour résumer, je ne sais pas si vous êtes très familier avec le système du common law, mais le système du common law est un système de droit qui est différent, qui n'est pas fondé comme des codes, sur des codes comme nous le connaissons en France et dans la majorité des pays européens. Le droit ne se trouve pas dans un livre, mais se trouve dans une compilation de décisions de justice qu'on appelle en jurisprudence. C'est-à-dire que la règle de droit n'émerge pas forcément de loi faite par le gouvernement, le Parlement, qui est en Angleterre la Chambre des communes, mais d'une opinion en fait, qui se dégage de plusieurs décisions de justice. Donc c'est tout un nouveau système juridique complètement différent du Code civil, du droit français et du droit civil en général. Je vous ai mis une petite hiérarchie des cours pour en fait que vous compreniez que chaque décision d'une cour supérieure est obligatoire sur la cour inférieure, avec la plus grande décision, avec la plus grande autorité, en fait la décision qui a le plus d'autorité en common law, c'est donc la décision de la Chambre suprême, enfin de la Cour suprême, pardon, qui était avant la Chambre des Lords jusqu'en 2009. Donc, c'est un système où chaque décision de justice est obligatoire sur la cour précédente. Et c'est pour ça que en fait, le droit ne change que très rarement. C'est un droit, le common law, qui est essentiellement économique. Il a été très fortement développé durant la révolution industrielle au XIXe siècle. Donc, c'est un droit qui n'est pas fait pour prendre en compte des intérêts autres que pécuniaires. C'est vraiment un droit, comme je vous ai mis une citation, par exemple, d'un des juges très importants, qui résume l'opinion que le common law, l'opinion du common law en général, sur tout ce qui est développement du common law. Comment est-ce que, vers quel sens est-ce que, comment est-ce que les juges développent le common law? C'est très progressif, petit à petit, et c'est surtout un droit fait pour répondre à des intérêts économiques.
Donc c'est pour ça que l'environnement n'est pas une priorité principale en common law, c'est vraiment quelque chose qui est, même les juges sont très très réfractaires face à cet enjeu. Mais pourtant, ça ne veut pas dire que le common law ne peut pas apporter une protection quelconque, et même assez importante, mais par accident. C'est-à-dire que le common law va protéger l'environnement, mais uniquement à travers les intérêts personnels et les intérêts privés. Donc le common law n'a pas de structure n'a pas la même structure qu'en France, que le droit civil. Au niveau du droit de la responsabilité, ce n'est pas un principe général qui gouverne, comme Maître Couic l'a évoqué, il n'y a pas de principe général de responsabilité qui s'applique à tous. C'est des principes, c'est des cas de responsabilité très spécifiques avec leurs conditions. C'est-à-dire que dès qu'une personne remplit les conditions pour un cas de responsabilité, il ne peut être tenu responsable que de ce cas particulier. C'est ce qu'on appelle les torts, en fait. Torts, je pense que c'est assez parlant comme nom. Donc en fait, à travers cette loi ce droit de la responsabilité anglais de la common law, il y a plusieurs torts qui peuvent, à travers la protection des intérêts privés, protéger l'environnement, mais par accident, parce que les personnes décident de porter une action pour protéger leur propriété, ils vont protéger l'environnement par accident. Mais l'environnement n'est pas l'acteur principal de cette protection. Ce n'est pas la personne, on va dire, ce qui est fait pour ce qui doit être protégé. C'est d'abord la propriété privée qui doit être protégée. Donc, je vous ai mis un exemple de plusieurs de ces torts qui sont en fait les principaux et qui ont été utilisés en common law pour protéger implicitement l'environnement. Donc, on va commencer par exemple avec la public nuisance, qui est un tort qui est fait pour protéger les personnes des dérangements publics, en fait, notamment des travaux de construction, par exemple. Il y a un immeuble qui est en train de se construire à côté de chez vous, et vous avez de la pollution qui peut être visuelle, qui peut être de la poussière, qui peut être beaucoup de choses, hein. Eh bien, ce tort va servir aux personnes à agir en justice contre l'environnement, et le gouvernement, l'administration publique qui est en train de construire à côté de chez vous. Donc, en fait, la pollution est protégée parce que les personnes souhaitent protéger leur propriété. Et c'est la même chose pour la prevent nuisance, qui est en fait la version privée, lorsqu'une personne privée commet de la pollution qui peut être visuelle, auditive, olfactive. Et donc, en fait, ce tort est un peu l'équivalent des troubles du voisinage que nous pouvons avoir en droit civil. Et encore une fois, c'est fait pour protéger avant tout la propriété privée des personnes privées. Il y a la même chose avec trespass to land, qui est en fait l'interdiction d'entrer sur la propriété de quelqu'un sans son autorisation. Et ce tort peut s'appliquer aussi bien à des personnes qu'à des choses. Par exemple, une personne qui a un étang, et cet étang devient pollué à cause de l'activité d'une entreprise qui se trouve en haut de la rivière, en haut de l'étang par exemple, eh bien il peut agir en justice contre cette société qui a pollué son étang sur ce fondement de trespass, parce que l'étang fait partie de sa propriété et de la pollution est entrée sur sa propriété sans son autorisation. C'est un peu la même chose que la règle de Ryland versus Fletcher, donc qui est issue d'un arrêt éponyme, où une personne peut agir en justice lorsque un liquide, c'est une règle qui est très très spécifique et qui est très rarement utilisée, mais qui peut être utile pour protéger implicitement l'environnement, c'est lorsque un liquide s'est introduit chez une personne sans son autorisation. Mais c'est vraiment une règle qui est spécifique au liquide. Ne me demandez même pourquoi. Le common law se développe parfois de façon un peu étonnante. Mais donc, tout ça, ce sont des torts qui sont faits pour protéger, encore une fois, les intérêts privés économiques d'une personne et non pas du tout, en fait, l'environnement en premier abord. Ce sont les torts, et ça se voit dans la réparation, parce que la réparation principale en common law, c'est la réparation c'est en dommages et intérêts. Ce n'est pas du tout une réparation qui est en nature, comme le droit civil l'a mis en place. C'est une réparation qui se fait premièrement en argent. Donc on voit encore une fois que le common law n'est pas fait pour protéger l'environnement et n'a pas ce souci en premier. Donc je vais vous parler d'un arrêt qui a démontré pourtant que le common law peut servir à protéger l'environnement.
Donc c'est un arrêt de 2011 où donc des propriétaires ont engagé une action en private nuisance contre une société donc de traitement de déchets contre donc les odeurs. Donc là, on a vraiment la structure principale de l'action, c'est-à-dire qu'on a des propriétaires, c'est très important en commune, ce doivent être des propriétaires et non pas des locataires, ce sont des personnes qui ont un titre de propriété sur un endroit, qui donc ont été dérangés par des odeurs émises à cause d'un site d'enfouissement causé par une société privée. Et donc, ils agissent en justice contre elles sur le fondement de cette private nuisance, donc parce que c'est une société privée et non pas une administration étatique qui commet ce dérangement. Donc, en fait, sur cet arrêt, les propriétaires n'étaient pas donc étaient vraiment dérangés par les odeurs, mais aussi avaient pour intérêt d'agir avant tout pour protéger l'environnement, parce qu'ils auraient très bien pu, par exemple, déménager. Enfin, voilà, il y aurait pu avoir beaucoup de choses là-dessus, mais les propriétaires ont vraiment agi aussi pour implicitement protéger l'environnement, parce que l'enfouissement de déchets cause vraiment beaucoup de pollution, c'est assez dévastateur. Donc, la Cour a accueilli leur demande, ce qui est une première en common law. Et donc, même si, et ça c'était très intéressant, même si la méthode d'enfouissement de déchets avait été faite sous une autorisation du ministère, enfin du ministère de l'écologie anglais, et était faite d'une façon pour protéger l'environnement. Donc en fait, on voit très bien que dans cet arrêt, tout ce qui compte, c'est à partir du moment où il y a une pollution qui dérange des personnes privées, il peut y avoir une action là-dessus, même si la façon dont la pollution a été faite peut être respectueuse de l'environnement. On voit très bien que les juges n'ont pas du tout tenu compte du fait que la façon dont l'enfouissement était fait protège l'environnement, mais simplement, ils s'arrêtent au fait que ça dérange une propriété privée, que ça dérange des personnes privées. Donc on voit qu'il y a une protection implicite, mais qui reste quand même très limitée et très encadrée par des conditions très spécifiques en common law. Et le common law ne va pas du tout tendre à se développer vers une protection de l'environnement, parce que ce serait déformer toute sa structure, comme plusieurs juges l'ont évoqué. Voilà, donc je vous laisse la parole sur la responsabilité sociale et environnementale. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Non, moi, je vous entends très bien. Oui, on a voulu conclure cette intervention par une partie évoquant la RSE. Déjà parce que nous-mêmes, le cabinet est très engagé dans la RSE, mais aussi parce que c'est un concept qui se développe dans le milieu des affaires de manière assez importante ces derniers temps. Donc voilà, on a voulu conclure ce webinaire en évoquant ce principe de responsabilité sociale et environnementale. Alors, qu'est-ce que la RSE? Alors, la RSE, c'est voilà, c'est Rose, voilà, merci. La définition, donc, c'est la définition mondiale, donc c'est la responsabilité d'une organisation, d'une entreprise, vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement. Donc, pour schématiser, la RSE pour une entreprise, c'est chercher à avoir un impact positif sur la société, à respecter l'environnement tout en étant économiquement viable. Parce que la RSE la RSE est un concept qui expose tant bien l'importance de l'activité d'une société, donc ses impacts sur l'environnement, mais aussi sur les enjeux sociétaux, mais aussi en prenant en considération l'intérêt de la société, à savoir être économiquement viable. Donc cet équilibre entre l'économie et ses impacts sur la société et sur l'environnement, la société va le construire avec ses parties prenantes, c'est-à-dire les collaborateurs, les fournisseurs, les actionnaires, les clients. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, en fait, entre la société, l'entreprise, l'organisation et ses parties prenantes. Alors au niveau mondial, la RSE, elle est régie, elle est déterminée par une norme, la norme ISO 26000, et son périmètre est défini par ce qu'on appelle des questions centrales, des principes. Il y en a 7. C'était le dessin juste avant, Rose. Voilà, le petit schéma. Donc, les 7 questions centrales, rapidement, vous avez les droits de la personne, donc les droits de l'homme, le respect
des conditions de travail, la loyauté des pratiques commerciales, la gouvernance de l'organisation, le développement local et ce qui nous intéresse particulièrement ce matin, le respect de l'environnement. Alors, qui est concerné par la RSE? Alors, en France, il faut savoir que toutes les entreprises sont concernées. C'est la loi Pacte qui a été adoptée en 2019 qui précise, je cite, « Toutes les entreprises françaises, sans exception, doivent prendre en considération les enjeux environnementaux et sociaux dans la gestion de leur activité. » Alors, les enjeux environnementaux, comment décrire ce concept, enfin, comment définir ce qu'est un enjeu environnemental? Eh bien, en fait, toute entreprise qui s'engage dans un processus RSE doit s'engager à réduire son impact environnemental, son impact environnemental. Alors, comment? Diapositive juste après Rose, voilà. Donc ça, c'est le pilier préservation de l'environnement édité par la norme ISO 26000. Donc, je vais les résumer en 3 idées globales. Une gestion raisonnée des ressources en eau et en énergie. L'entreprise doit également limiter au maximum les pollutions et les nuisances qu'elle peut causer à l'environnement. Et 3e idée, l'entreprise doit déployer une démarche de protection de la biodiversité. Donc ça, c'est le pilier environnement de la norme ISO 26000, de la RSE. Voilà. Donc, ça peut paraître comme ça un petit peu abstrait, mais en pratique, en fait, c'est assez simple en fait à mettre en place pour une entreprise qui s'engage en RSE. Alors, quel est le bénéfice à en tirer de tout cela, me direz-vous? Eh bien, en fait, s'engager dans une démarche RSE pour une entreprise, c'est s'engager vers une meilleure performance globale, puisque cela va lui permettre, dans un premier temps, de réaliser des économies en matière d'énergie notamment, se différencier de la concurrence, fidéliser une clientèle et surtout, pour raccrocher les wagons à ce que vient de dire Maître Coïc et Rose, c'est surtout mieux gérer ses risques, notamment sur le plan écologique et environnemental. Pourquoi? Parce que quand une entreprise s'engage dans la RSE, elle va s'inscrire dans une démarche de prévention des risques, puisqu'il y a une obligation pour les entreprises qui s'engagent dans la RSE, bien évidemment, c'est de faire un audit complet et préalable sur la question des risques environnementaux, sur les dommages qu'elles pourraient causer à l'environnement. Donc voilà, il y a un véritable audit qui est fait dans l'entreprise et qui permet de mettre en place un plan de prévention qui peut ensuite prévenir tout dommage lié à l'entreprise, tout dommage à l'écologie par son activité. Donc voilà, la RSE, c'est vraiment un concept qui se développe, qui est très intéressant pour une entreprise. Alors, voilà, il y a un audit effectivement qui est à faire, mais je pense qu'en tout cas, pour prévenir un risque, si vous avez une entreprise et que vous avez une activité susceptible de commettre un dommage à l'environnement, on a bien vu que ce dommage peut prendre différentes formes, hein, que ce soit des nuisances olfactives, des nuisances sonores, des pollutions de rivières. Eh bien, s'engager dans la RSE peut permettre à cette entreprise de mettre en place un véritable audit de prévention et d'agir en amont avant que le dommage arrive. Voilà. Non, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous souhaitez. Merci Aurélie. Merci Aurélie, merci Rose, merci Jean-Pierre, voilà, j'allais dire. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Véronique, est-ce que tu aurais des questions? Je te vois, toi qui viens de faire une formation sur la RSE. On ne t'entend pas, Véronique, tu es en muet. Oui, moi je trouve d'abord bravo à la Chambre d'avoir organisé cette réunion parce que je trouve que le sujet est très intéressant, très important, s'impose aux entreprises depuis la loi Pacte et aujourd'hui c'est devenu une dimension réelle
de développement, de différenciation, complètement d'accord avec ce qui a été dit tout au long de la réunion. Je trouve très intéressant, évidemment, que l'on ait eu ce rappel de ce qu'est la common law et comment elle fonctionne, parce que nos organisations aujourd'hui sont internationales, et donc un dommage dans une filiale, provoqué par une filiale sur le territoire du Royaume-Uni ne sera pas du tout traité de la même façon que si il se produit en France. Donc, j'espère que dans les autres domaines autres que l'environnement, la common law est aussi efficace. Moi, je suis diplômée en droit français et pas en droit britannique, donc je n'irai pas trop loin dans ce secteur-là. Mais en tout cas, la façon dont vous l'avez fait, dont vous l'avez dit, me paraît tout à fait judicieuse et bravo d'avoir traité ce sujet-là sous cet angle-là. Et je n'ai pas de questions parce que c'était très, très bien couvert. Voilà. Merci Véronique. Nous avons Loïc Chavaroche qui fait partie du conseil d'administration de la Chambre et qui s'occupe de tout ce qui est certification, enfin sécurité pour le groupe Stern, un grand groupe de transport et logistique. Loïc, est-ce que tu as… Très, très intéressant. C'est vrai que la partie française est connue, la partie anglaise beaucoup moins. On voit bien la complexité de la partie anglaise et remercie parce que moi j'ai découvert énormément de choses sur la partie anglaise et sur des virgules que je ne connaissais pas du tout, sur la logique très différente entre nos deux pays. Donc très très intéressant. Et cette ouverture à la fin vers le RSE est quelque chose d'extrêmement important pour les entreprises. On le voit bien, c'est clairement une demande qui augmente, qui rassure aussi énormément les investisseurs éventuels sur les entreprises. Donc, non, c'est un très beau sujet. Moi, j'ai énormément appris grâce à l'explication de Rose en particulier, parce que c'est vrai que c'est impressionnant de voir la complexité de la réglementation et de la législation anglaise. On avait déjà vu sur d'autres sujets. Ça confirme, ça confirme la nécessité de faire appel à des avocats spécialistes tels que vous dès qu'on commence à aller hors du territoire français et en particulier sur le territoire anglais pour bien connaître et bien analyser nos risques et réussir à croiser les analyses typiques de risque telles qu'on fait sur une ISO 14001 ou sur une ISO 45001 avec à l'intérieur la problématique de la veille réglementaire. Et sur les veilles réglementaires hors du territoire français, en tout cas, c'est le choix que nous avons fait au sein de notre groupe. On passe obligatoirement par des cabinets d'avocats externes hors du territoire français parce que les sujets sont extrêmement complexes et il y a toujours des petites virgules et des petites adaptations que nous ne connaissons pas beaucoup ou que nous ne maîtrisons pas n'étant pas natifs. Donc, merci beaucoup, très, très intéressant et je garde le nom de votre cabinet, ça pourrait nous servir sur un éventuel développement de bâtiments logistiques dans le secteur UK. Merci Loïc. Je vois qu'il y a Isabelle Guggenheim qui, alors je ne sais pas si elle voudra dire un mot, qui en fait représente l'Institut IDEA, qui est un institut en fait des bonnes pratiques. Bonjour. Bonjour Madame Guggenheim. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit? Je vais mettre, pardon, je vais mettre ma caméra pour que vous me voyez, même si je suis en home office, comme on dit, donc en tenue décontractée. Merci beaucoup. Moi, j'étais très intéressée. En fait, je suis connectée au nom d'IDEAS, mais je suis un peu là avec ma double casquette, si je puis me permettre. Je travaille à la médiation des entreprises, qui est un service du ministère des Finances, et on a tout un process label, charte et label achat responsable, et on travaille en ce moment sur l'extension. La charte, il y a plus de 2000 signatures, mais sur l'extension du label, avec tout un parcours, donc en fait, on l'appelle relation fournisseur-achat responsable. Donc moi, je fais partie de l'équipe qui est en charge de l'extension du label, d'agréger de nouveaux publics, et donc tout ce qui concerne l'environnement et la RSE m'intéresse. Donc c'est à ce titre que je m'étais connectée. Et à titre bénévole et privé, je suis dans plusieurs associations, mais entre autres, je préside l'association IDEAS qui fait, je vous le dis d'autant plus que tout est gratuit, hein, donc on a tout est bénévole et gratuit, qui fait un travail de fond
sur l'amélioration des bonnes pratiques, de la gouvernance, de la transparence. Et on travaille aussi, alors pas sur la RSE, mais sur la RSO, c'est-à-dire qu'on essaye aussi d'amener les associations vers la prise en compte de ces pratiques socialement responsables. Donc voilà, vous voyez, j'ai tout le temps besoin de me former, donc merci beaucoup de m'associer et j'ai écouté. Alors, honnêtement, je dois vous dire que je n'ai pas rentré tout au même niveau, mais j'ai quand même beaucoup appris, je vous en remercie. Alors, j'ai fait des photos de l'écran, je ne sais pas si vous nous enverrez les quelques diapos. C'est à vous de voir. Merci encore. Vous voyez, je n'ai pas de questions, mais je n'ai que des remerciements. Merci, madame. Donc, il y aura un replay de toute façon qui sera diffusé sur les réseaux sociaux et qui sera aussi sur notre chaîne YouTube ainsi que sur le site internet. Et si le cabinet COIC accepte, effectivement, on pourra vous envoyer les diapositives qui ont été diffusées ce matin. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Merci. difficulté. Merci beaucoup. En tout cas, un grand merci, effectivement, à cette présentation. Moi également, j'ai appris plein de choses. Nous-mêmes, à la Chambre, grâce à Loïc, eh bien, on va effectivement faire une démarche RSE. Donc, un grand merci et je souhaite à tout le monde une très bonne journée. Merci. Merci, bonne journée également. Bye. Merci. Merci. Bye. Bye.